Bonjour à tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE Agir pour l'environnement, la seule émission hebdomadaire entièrement consacrée à la protection de l'environnement. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'état de nos rivières. On les voit souvent sales avec des eaux troubles et charriant du déchet. On se dit souvent que c'est de pire en pire. Et c'est vrai. Anne-Constance, c'est si grave que ça, la situation à Mayotte? C'est inquiétant parce que nous sommes une île et que nous n'avons pas de recours. Or, l'eau, c'est la vie. Et en plus, Mayotte est un hotspot de biodiversité mondiale. Donc oui, il faut se préoccuper de l'état de nos rivières. Des rivières sales, c'est la biodiversité qui disparaît. Agir pour l'environnement, c'est possible. En tout cas, moi j'y crois. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons découvrir les conséquences environnementales et économiques des mauvais usages constatés dans nos rivières. Nous allons aussi mieux comprendre comment les professionnels luttent au quotidien. Notre équipe est allée à la rencontre de ceux qui polluent et de ceux qui y remédient. Puis sur le plateau avec nos invités, Caroline Mauduit, chef du service environnement prévention des risques à l'ADEAL. Il y aura également Anchia Bamana, présidente du comité eau et biodiversité. Et enfin Loïc Touvignon, chef du service départemental de Mayotte, AFB, inspecteur environnement. Nous approfondirons les conséquences des usages inadaptés, y compris de ceux que l'on ne voit pas. Nous parlerons remédiation et police de l'eau. Et puis avec Anne-Constance Onguena, nous balayerons quelques chiffres à bien garder en tête. L'Ourouveni, rivière du centre de Mayotte qui est le réservoir d'eau de notre territoire. Cette rivière subit les assauts quotidiens des déchets de javel, de pesticides, d'eau grise. Son lit est bouleversé par des constructions intempestives qui mettent les hommes et les animaux en danger. Pourtant, elle alimente les captages en eau qui sont utiles pour l'eau potable. Regardez ces images qui font froid dans le dos, des images signées Pierre Bellucci, Daniel Dunon et Oumadi Saïd. À Mayotte, près de 6% des ménages s'approvisionnent en eau directement dans les cours d'eau, les puits ou les citernes. Historiquement, les rivières ont toujours constitué une ressource naturelle indispensable à la population de l'île. Tous les villages de Mayotte, ça a débuté autour d'un cours d'eau. Il n'y a aucun village ici, à part le village de Mouroualé, que je sache, qui n'a pas commencé autour d'une rivière. Et ça encore, le village de Mouroualé était dans la rivière de Mouroualé, et il y a une maladie là-bas, on a fait construire le village qui est actuellement, qu'on appelle Mouroualé, mais le village n'était pas là. Les rivières sont le facteur naturel qui sculpte les paysages et constituent une composante essentielle des ressources hydrologiques. Problème en raison des mauvaises actions qui ont eu tendance à se multiplier ces dernières années, la plupart des rivières de Mayotte sont aujourd'hui asséchées ou polluées. Déforestation, défrichement, construction, défaut d'assainissement ou autres lavages en tout genre sont autant de causes de cette mise à mal. La rivière de l'Ourouveni constitue le parfait exemple des mauvaises pratiques constatées dans les rivières du département. Vous voyez là les constructions, les cours qui sont juste au pied de la rivière. Déjà, d'une part, quand vous regardez là, ça empêche l'écoulement normal du cours d'eau. Tout ce qu'ils font, le lavage, le savon, c'est pas trop grave, mais c'est tout ce qui est javel, tout ça, ça va descendre. Tout ça va descendre à la rivière de l'Ourouveni, au captage. Excréments, métaux lourds, pesticides, déchets plastiques, produits ménagers, autant de polluants qui ont des conséquences sur la qualité de l'eau. En effet, la rivière de l'Ourouveni alimente l'une des usines de production d'eau potable du département. Lorsqu'il y a une grosse crue qui arrive, il va ramasser tout ça. Et là, il va y avoir un ruissellement. Tous ces déchets, on va le ramasser au captage de l'Ourouveni. Quand il y a les premières pluies, on ramasse tout, quoi, des bambous, des déchets, tous les sacs plastiques, tout ce qu'on peut ramasser, quoi. Et ça va ça peut bloquer des captages. Donc il faut aller vite fait nettoyer parce que oui, il y a tout un tas de déchets, quoi. Face à cette pollution, l'eau doit subir davantage de traitement avant d'être consommable.
Devant l'ampleur des conséquences environnementales et sanitaires, de nombreux acteurs du département tentent d'inverser la tendance. C'est le cas de l'association Ukatoa, située à Dzomonier. Depuis sa création en 1999, ses membres organisent chaque année plusieurs opérations de nettoyage de la rivière du village. Lazima ni wasifanya barna fanya projet dans 3 mois vori riz association jarfanya umezi maana ile la kufara ngwale berjar zianziani maana au niveau ya budget na mashaka na zile umezi ka obliger zira buzi bivarsa je rudise association rimidze je ifanya hazavasa maana hiyo ti association bula leo hiyo association ça fait depuis 99. 20 ans après sa création, les membres de l'association n'ont pu que constater une dégradation de l'état des rivières. Ces cours d'eau représentent pourtant une ressource naturelle des plus précieuses et accueillent une faune et une flore qui tendent à se raréfier. Merci à Pierre Bellucci pour ce superbe reportage. On va retrouver nos invités sur le plateau et on va les saluer. On a la chance d'avoir avec nous Caroline Mauduit, chef du service environnement prévention des risques à l'ADEAL. Caroline, bonjour. Bonjour. On a également Anchia Bamana, que l'on ne présente plus. Elle est tout de même présidente du comité des eaux et biodiversité. Anchia, bonjour. Bonjour Patrick. Et enfin Loïc Touvignon, chef du service départemental de Mayotte, AFB, également inspecteur environnement. Loïc, bonjour. Bonjour. Et puis ne pas oublier Anne-Constance qui est avec nous. Bonjour Anne-Constance. Bon, tout va bien ce matin ? Ça tombe bien parce que le sujet est grave. On a vu ce reportage, ça fait froid dans le dos. Première question, elle est pour Caroline. Est-ce qu'on a vu dans ce reportage tous les usages inadaptés ? On en a vu la plupart, effectivement. On a vu des constructions illégales, des mauvais usages de l'eau, le lavage en rivière, le lavage du linge ou des voitures, un certain nombre de rejets également d'eau, que ce soit des eaux pluviales ou usées. Mais effectivement, peut-être pas assez d'insistance sur les deux principales pressions en fait, sur les cours d'eau. Ce sont les prélèvements d'eau, déjà, des prélèvements pour avoir un juste partage derrière de cette ressource en eau. Il y a encore beaucoup aujourd'hui de prélèvements d'eau illégaux. Et c'est quoi un prélèvement d'eau illégal ? C'est un prélèvement qui n'a pas été déclaré ou autorisé par l'État. Quand on souhaite faire un prélèvement d'eau pour l'agriculture, il faut faire une démarche de déclaration auprès de l'État. Et nous, on aide en fait à cadrer les prescriptions pour que ce prélèvement n'ait pas d'impact en fait trop substantiel sur l'environnement. Et le deuxième gros impact, le plus important à Mayotte, c'est l'assainissement. Donc l'assainissement des eaux usées, c'est vraiment... On a à peine un quart de nos cours d'eau qui sont en bon état écologique aujourd'hui. Et l'assainissement des eaux usées, le manque d'assainissement en fait, de ces eaux, c'est ça la principale pression sur les rivières. C'est ça la conséquence de la défaillance de l'assainissement ? La défaillance de l'assainissement, c'est qu'il manque aujourd'hui d'assainissement, qui soit collectif, donc géré par le SIAM, qui pourtant met tout en œuvre avec un contrat de progrès maintenant signé avec l'État et les bailleurs pour faire plus de projets de stations d'épuration et assainir correctement ces eaux. Mais il y a un véritable défi puisqu'on part quand même d'une situation initiale qui est assez faible par rapport au reste du territoire. Donc oui, c'est ça les enjeux, surtout l'assainissement. Loïc Touvignon, quelles sont les conséquences du maraîchage informel ? Alors le maraîchage informel est très souvent situé à proximité directe des cours d'eau. Les maraîchers ayant souvent peu de moyens financiers, ils choisissent ces parcelles pour limiter leur déplacement pour l'arrosage à l'arrosoir. Ils font souvent usage donc, de pesticides pour lutter contre les atteintes aux cultures, sachant que ces atteintes sont plus importantes en zone subtropicale. Et nous constatons donc régulièrement des pollutions avec des mortalités de la vie aquatique provenant donc d'un usage inadapté donc, des pesticides. En partenariat avec les inspecteurs phytopharmaceutiques de la direction de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, nous effectuons des contrôles du respect des règles d'usage donc des pesticides. Notamment, on fait des contrôles sur les zones de non-traitement qui correspondent à des contrôles logiquement où il y a eu des interdictions donc, d'usage de pesticides de 5 mètres à 50 mètres du cours d'eau en fonction des matières actives utilisées. Alors, qu'est-ce qui se passe en tout cas, quelles sont les conséquences de ces mauvais usages sur la rivière ? On pense notamment à la qualité de l'eau. Oui. Donc, les différents usages pratiqués au bord ou dans la rivière altèrent partiellement ou définitivement donc, la qualité physique et chimique de l'eau, du cours d'eau.
Les conditions d'écoulement des eaux à Mayotte sont marquées par des saisons, donc saison pluvieuse et une saison sèche. Et les altérations chimiques de la rivière sont plus importantes en période d'étiage lorsque le débit du cours d'eau est faible. Et sur la faune et la flore, c'est pareil? Même problème? Oui, on va dire. Alors après, la flore, on a plus des problématiques de développement en fait inapproprié ou de développement qui vont être liés à des dérèglements en fait justement du cours d'eau. Après, disons que si vous me laissez, si vous me permettez, je vous en prie, je vous permets tout, Loïc Allon. On est en famille. Donc l'apport d'éléments donc de lexiviant et de chlore par les lavandières va créer donc une barrière chimique qui va limiter donc une barrière chimique donc pendant un laps de temps donc dans la journée. Les rejets des eaux usées, même indirectes donc dans la rivière, apportent de la même manière donc des lexiviants et autres composés chimiques et organiques qui vont justement favoriser le développement des bactéries et de la flore, provoquant donc des dérèglements du milieu aquatique, milieu eau douce et milieu maritime. Les coupes franches donc des rives, les coupes franches donc de végétation sur les rives et les berges du cours d'eau, pour la mise en culture des parcelles, vont favoriser le lessivage des sols et le lessivage des intrants agricoles directement dans le cours d'eau, ce qui va altérer aussi la qualité de l'eau. Quand on dit lessivage des sols, ça veut dire quoi? En fait, le ruissellement de l'eau emporte des matières, et ça veut dire les matières sol et les matières aussi, donc éventuellement engrais ou produits phytopharmaceutiques si jamais ça a été déposé au mauvais endroit. Le prélèvement de l'eau donc pour l'eau potable et donc pour l'agriculture, donc principalement en période sèche, diminue la hauteur du cours d'eau, ce qui augmente la température de l'eau, voire assèche le cours d'eau. Et donc les aménagements comme les pistes agricoles, les seuils en rivière, les aménagements de berges altèrent durablement, altèrent de façon physique le milieu. Lorsque les chantiers donc ne prennent pas en compte, par exemple, la problématique de l'eau pluviale, de la gestion des eaux pluviales, on a pareil des grosses problématiques d'érosion des sols et donc d'apport de fines donc dans les rivières et dans les cours d'eau. Loïc, quand on a des déchets qui circulent dans les rivières, c'est quoi les conséquences ? Alors, j'aurais tendance à dire que la conséquence, elle est et pour la rivière et pour le lagon. Une des conséquences à terme, c'est que ces déchets-là vont se dégrader et donc vont apporter donc des éléments polluants, vont laisser des éléments polluants dans le milieu. Je crois que sur des analyses qu'on a fait dans le cadre du suivi de la directive cadre sur l'eau, on retrouve par exemple des HAP qui sont en fait des produits dérivés de la dégradation des plastiques, par exemple. Anchia, ça a quel impact sur notre santé ? Évidemment néfaste. Moi, je pense qu'il faut absolument, pour qu'on puisse avoir des résultats, qu'il y ait une synergie, Patrick, de toutes les actions pour avoir un résultat et, in fine, arriver à sortir les gens de ces rivières. On a la problématique de l'assainissement, Caroline l'a dit tout à l'heure. Il y a la problématique de la gestion des déchets. Donc, en fait, ce sont toutes les politiques publiques de base qu'on doit mettre en place pour permettre aux gens de vivre dans des meilleures conditions. Donc, il faut que les politiques, nous, on arrive à mettre en place ces politiques. Les moyens sont mis en œuvre pour qu'on y arrive. Et puis, il y a la partie mobilisation sociale, sensibilisation des individus, remobiliser le secteur associatif qui gère notamment les expériences, Caroline le dira tout à l'heure, les expériences de l'Avri ou de l'Avoir qui ont été mises en œuvre, qui n'ont pas fonctionné jusqu'à maintenant. Je pense qu'il est important, en tout cas pour le CEB, qu'on puisse relancer cette réflexion. Parce qu'il faut arrêter de faire que des constats. Il faut arriver à avoir un résultat, c'est-à-dire passer à l'action aussi. Passer à l'action et faire sortir les gens de la rivière. Que les personnes soient en situation irrégulière ou pas, parce que c'est vrai que la majorité des personnes qui utilisent ces rivières vivent dans des conditions précaires, mais elles sont là. Donc, nous, les politiques, on ne peut pas continuer à fermer les yeux et à dire on ne fait rien. Non, il va falloir qu'on accentue nos actions. Et c'est ce que va faire le CEB. Et il y a une réunion qui est prévue prochainement pour qu'on puisse tous ensemble tirer les leçons des expériences de l'Avoir qui ont été mises en place avant, qui n'ont pas réussi, et faire tous ensemble un bilan en partenariat avec le secteur associatif
les institutions et les politiques pour qu'on puisse rebondir sur cette action avec comme objectif final faire sortir les gens de la rivière, mais en même temps leur donner la possibilité d'avoir de l'eau, parce que après tout, ces personnes vivent sur le territoire. Mais au-delà du constat, en Chiabamana, un discours de vérité s'impose également. Est-ce qu'on est en train de détruire réellement toutes nos ressources naturelles? Tel que c'est parti, oui. Tel que c'est parti, oui. Parce que, comme disait un spécialiste lors des dernières assises auxquelles on a assisté à Paris, tout ce qui se passe sur Terre a un impact au niveau de la mer. Forcément. Loïc le disait tout à l'heure, donc c'est important d'avoir ça en tête. Oui, je réponds clairement à votre question. Telles que les choses sont parties, si tout le monde ne s'y met pas, mais de manière synergique, il y a aussi la question de la police des eaux aussi. On va en parler. Parce que, effectivement, les gens ont le sentiment qu'il y a de l'impunité, est-ce que ces gens qui détruisent l'environnement ne sont pas punis? Il y a nécessité d'avoir une synergie de toutes ces actions pour qu'on puisse avoir un résultat efficace. Caroline, quel est l'impact des constructions dans ces rivières? Effectivement, qui sont illégales en bordure de cours d'eau ou même des fois carrément dans le lit mineur du cours d'eau ou dans son lit majeur, c'est une des interventions les plus impactantes, les plus traumatisantes pour le milieu, puisque là, on vient carrément détruire tout un faciès naturel de la rivière, des zones où il peut y avoir de la faune ou de la flore qui vient se développer. On va modifier également les relations entre la nappe et la rivière et on va constituer des discontinuités écologiques, c'est-à-dire empêcher aussi la faune aquatique de se déplacer librement au sein du milieu. On a bien sûr l'impact aussi en phase de travaux de ces constructions, et c'est là où l'impact est le plus fort, puisque là on a une mobilisation des sédiments qui va conduire à différentes problématiques, notamment la remobilisation de cette eau pour en faire de l'eau potable derrière au niveau des usines de traitement de l'eau. Bien sûr, ces constructions sont interdites, à la fois par le Code de l'urbanisme et les plans de prévention des risques naturels qui sont en cours d'approbation sur le territoire. Illégale, du coup. Tout à fait, qu'elle soit en dur ou pas en dur. Illégale, c'est-à-dire sans permis de construire. C'est bien à ce sens-là que je souhaitais l'aborder. Et pourquoi illégale ? Pourquoi ? Parce que les gens ne demandent pas effectivement de permis, mais surtout parce que c'est des constructions qui sont dangereuses pour la vie des personnes et leur maison, tout simplement. Puisqu'on est dans un régime subtropical avec des pluies intenses, torrentielles, qui peuvent arriver en quelques minutes et effectivement faire beaucoup de dégâts. On a connu déjà à Mayotte ce cas dans des ravines, notamment avec des drames qui se sont passés par le passé. Donc vraiment une vigilance là-dessus, à la fois pour l'environnement et à la fois pour le côté enjeu humain. Évidemment. Loïc, il va falloir sanctionner à un moment donné. Le fait d'informer n'est plus suffisant. Comment lutter contre ça? C'est quoi la police de l'eau? Alors la police de l'eau, c'est donc on va dire logiquement, c'est l'application donc du code de l'environnement, bien sûr, du code rural et de la pêche, du code de la santé, du code de la consommation. Alors c'est coordonné par la préfecture. On a donc la mise en place donc d'un plan de contrôle à l'échelle départementale. On a un protocole parquet logiquement entre le parquet, les services de l'État et donc les établissements publics qui font de la police de l'environnement, donc nous notamment. Il y a des parties de police administrative qui sont suivies, donc, qui sont mises en œuvre par les services de l'État, donc la DEAL en l'occurrence, et nous, donc, établissements publics, nous travaillons sur la police judiciaire. Et donc, nous dressons des procès-verbaux. Il y a des amendes, il y a des... Alors, après, on rentre dans le cadre donc les opportunités des poursuites judiciaires. C'est le parquet qui les met en œuvre. On a des alternatives aux poursuites avec des rappels à la loi, des compositions pénales avec des amendes, et on a donc certains dossiers donc qui passent donc au tribunal de grande instance avec donc des peines. Des peines qui sont mises en œuvre. En Chia, on a le sentiment que les associations sont souvent, non pas les seules, mais elles sont là aussi pour ça et trouver des solutions. Elles amènent leur contribution. On a besoin de ces associations. Oui, les collectivités ont besoin des associations pour décliner nos politiques. Moi, je le vois, par exemple, à Sada. Nous faisons appel à elles pour cette politique, justement, de protection de l'environnement. Nous l'avons menée avec l'opération Sada Nettoie et Toi depuis 2014. Et nous menons cette opération
en partenariat avec le secteur associatif. Mais on constate de manière générale sur le territoire que les associations se sont démobilisées. À nous de les remobiliser pour qu'ils puissent, par exemple, s'il y a un lavoir quelque part, qu'on puisse responsabiliser ces associations pour gérer ce lavoir en lien avec la commune. Oui. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là qu'on doit revisiter un peu les expériences qui ont échoué, qui ont été menées en lien avec la DEAL, pour qu'on puisse rebondir sur cette action de manière concrète. Caroline, en conclusion, le fait que ce soit des associations, donc des personnes lambda qui se mobilisent pour nettoyer les rivières, dans ce cas de figure, est-ce que ce n'est pas le reflet de l'échec de nos services ? Ah non, pas du tout. Je pense qu'effectivement, pour remédier à ces mauvais usages, il n'y a pas que la répression. La répression, Loïc en a parlé, c'est une partie en fait des moyens en fait qu'on a à disposition sur un territoire. Mais je pense qu'il y a deux autres moyens. Le premier, c'est l'éducation et la sensibilisation. Et l'État essaie d'appuyer aussi la mise en œuvre d'un réseau d'éducation à l'environnement, en mobilisant le tissu associatif, en donnant des aides à la hauteur de ces moyens. Et non, c'est pas. Il faut qu'on travaille tous ensemble. Enfin, voilà, agir pour l'environnement, c'est l'action de tout le monde, de chacun des citoyens. Donc, il y a la partie d'éducation. Il y a également l'accompagnement qui est fait par les services de l'État. Accompagnement pour aider les personnes à se conformer à la réglementation. Bon, il faut rappeler que la réglementation française à Mayotte s'applique pas non plus depuis des lustres. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont méconnues. Et les services de l'État sont là pour accompagner les porteurs de projets, les agriculteurs, etc. Et enfin, la répression, si je peux compléter un petit peu ce qui a été dit par l'Agence française de biodiversité, mon collègue Loïc, l'objectif de la police de l'eau et de l'environnement, c'est vraiment de retrouver un bon usage des milieux, une bonne qualité de la ressource en eau et surtout de travailler sur la conciliation des usages. Et donc aujourd'hui, à Mayotte, c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire sur ce volet-là. Et je voulais rappeler qu'au niveau des services de l'État, donc c'est la DEAL qui est chargée de la coordination de ce qu'on appelle la MISEN, c'est la mission interservice de l'eau et de la nature. Et dans ces réunions avec l'ensemble des inspecteurs de l'environnement qui sont sur le territoire, qui sont plusieurs dizaines, on travaille pour mettre en œuvre les orientations stratégiques de contrôle, donc voir là où il faut qu'on aille en priorité, puisqu'on n'a pas non plus des moyens humains qui permettent d'être partout sur le territoire, un territoire sur lequel il y a quand même énormément de pression, justement liée à un manque d'éducation aussi à la base et de conscientisation en fait du besoin de préserver l'environnement et la nature. Et donc on travaille sur un plan de contrôle et une coordination entre les services sur des actions prioritaires et effectivement on travaille avec le parquet, également sur la police judiciaire à travers un protocole d'accord qui nous permet de bien définir nos modes de collaboration et les suites judiciaires qu'on va donner lors des interpellations qui sont faites. Anne-Constance, on va très rapidement, parce qu'on est très en retard, on va conclure cette émission avec des chiffres pour encore mieux comprendre une zone protégée. Les zones protégées à Mayotte, ça représente combien en surface ? Alors, à Mayotte, c'est 1600 hectares. On en a parlé dans une précédente émission. Mais en tout cas, le chiffre qui est important à retenir, c'est un quart du territoire français est une zone protégée. C'est-à-dire qu'elle bénéficie de plans d'action. Caroline en parlait, c'est des moyens qui sont donnés aux collectivités pour les protéger. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a beaucoup de moyens qui sont consacrés et que le chiffre est stable depuis plusieurs années. Ce qui veut dire que les pressions de l'homme sur le milieu sont fortes. Dans nos rivières, la part pollution liée à l'agriculture est de combien ? On connaît ce chiffre ? Oui, il est de 90% à l'échelle du territoire français et ce chiffre est important pour Mayotte parce qu'on commence à retrouver dans l'eau de nos rivières des traces de pesticides et donc la pollution agricole commence à faire son apparition ici à Mayotte. On connaît l'importance des coraux et des récifs coralliens. Oui. On a des chiffres là-dessus ? Oui, il y en a 3 à vous donner, spécifiques à Mayotte. 29%, donc un tiers de la qualité de nos récifs coralliens s'améliore. 60% de nos récifs coralliens sont stables en termes de qualité. Donc la situation est assez grave quand même tout de même. Oui, parce que les conséquences des pressions que nous faisons sur le milieu se retrouvent à la fois dans les rivières, puis dans le lagon. Et comme on le disait en début d'émission, l'eau c'est la vie, sans eau nous ne pouvons pas vivre. Merci beaucoup Anne-Constance, merci également à Loïc, merci à Caroline, merci à Anchia d'être venus sur ce plateau. Ça mériterait encore une autre émission, on en fera d'autres, c'est promis. En attendant, c'est tout pour ce programme d'APE, Agir pour l'environnement. On y croit tous autour de cette table. Nous on se retrouve la semaine prochaine, ce sera normalement sur la même chaîne de télévision, à peu près à la même heure, avec d'autres invités. D'ici là, soyez prudents. Ciao.